c'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. It will come. In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Édouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, nous voilà arrivés au tout dernier volet de la série Sailor. Sacrée saga tout de même, plus de 16 heures de lecture et de commentaires. C'est la fin de ce que j'ai vécu comme une grande et belle aventure, un apprentissage qui a renforcé notre conviction quant au succès inévitable de Bitcoin. Et ce finish, il survient au moment même où le bull run repart avec toute l'explosivité qu'on lui connaît. Le cours du Bitcoin atteint chaque jour un nouveau record historique et l'on enregistre hier une progression de plus de 8 000 $ sur la journée, du jamais vu. Difficile donc pour moi aujourd'hui de faire complètement abstraction du contexte, d'autant plus que fraîchement rentré d'Annecy où s'est tenue la 2e édition du Be Only, tous les bons moments d'échange vécus lors de ces retrouvailles sont encore bien présents dans mon esprit. Je te réserve toutes mes réflexions pour la conclusion de cet épisode. Savourons ensemble ce dernier segment du dialogue entre Robert et Michael. Resituons-nous rapidement dans le fil de la conversation. Michael vient de dresser une belle analyse économique du minage de Bitcoin et achève son propos en soulignant l'absolue nécessité pour tout projet ambitieux à très long terme de ne pas négliger la politique et de respecter scrupuleusement les lois de la thermodynamique et de la physique en général. À nouveau, il exprime tout son émerveillement pour l'ingéniosité de la preuve de travail, ce mécanisme au cœur du protocole qui maintient à chaque instant le réseau Bitcoin en phase avec la réalité politique et physique du monde. La seconde partie de cette conversation se concentre sur le développement, l'évolution de Bitcoin par superposition de couches. C'est parti. Et la preuve de travail est cette invention hyper ingénieuse qui connecte et maintient en permanence le réseau Bitcoin synchronisé avec la réalité politique et physique. Une évolution sans fin, tous les 4 ans, tous les 2 ans. Un nouveau mineur, une nouvelle puce, un nouvel endroit. Jeter l'ancienne génération doit mourir pour que la nouvelle génération puisse se former afin que la créature puisse évoluer. Dans le cas contraire, la créature stagne et se fragilise jusqu'à ce qu'elle ne soit plus en mesure de concurrencer quoi que ce soit dans le monde réel. Robert, et cet ancrage énergétique à ces réalités énergétiques qui engendrent la réalité sociopolitique, c'est ce qui maintient tous les participants du réseau honnêtes et responsables. Il y a cette synchronisation et ce jeu de règles imposées à eux dont ils ne peuvent se soustraire. C'est comme la gravité, vous ne pouvez tout simplement pas y échapper. Michael. Ouais, en vérité, c'est une chose assez merveilleuse. C'est un crypto-univers. Satoshi a joué à Dieu, c'est comme s'il avait créé son propre univers et mis en mouvement les planètes en définissant la constante espace-temps. Autre métaphore, il a libéré une créature dans le cyberespace et fixé l'ADN génétique de la créature, contrôlant la manière dont elle se reproduira. Et une fois la chose libérée, elle se propage telle une forme de vie en essaim en perpétuelle évolution. On peut en effet conclure sur le fait que le réseau de minage de Bitcoin et le réseau Bitcoin en général sont des choses absolument merveilleuses. Et la question qui suit, naturellement, est comment tout cela va-t-il évoluer ? Le but principal du réseau de minage Bitcoin est de fournir de la sécurité, d'appliquer l'intégrité du protocole et d'assurer la durabilité du système, chose qu'il fait à merveille. Mais comment faire pour évoluer et permettre à des milliards d'individus sur Terre d'effectuer des centaines de milliards de transactions par jour
à la vitesse de la lumière en utilisant la toute dernière technologie informatique. C'est là que bien des gens échouent. Fixés sur la chaîne de base qu'ils regardent en disant « vu qu'elle ne traite que 7 transactions par seconde, elle est bien incapable d'évoluer ». Mais il manque cruellement d'imagination pour saisir toutes les implications d'une conception en couches superposées. Le réseau monétaire Bitcoin évolue donc sur la base des plateformes de deuxième couche, puis des applications qui s'y superposent, que vous pourriez nommer applications de troisième couche, ou des applications sur des applications sur des applications. On pourrait ainsi avoir des couches 4, 5, 6 et 7 et des interactions entre les applications. Mais pour simplifier notre propos et éviter de nous perdre dans la sémantique, parlons juste de plateformes de deuxième couche et des applications de troisième couche. Alors, quelle est la plus importante ? Eh bien, Lightning est une plateforme de deuxième couche très intéressante, peut-être la plus importante d'ailleurs. L'idée derrière Lightning est que je veux quelque chose d'exponentiellement plus rapide et moins cher, et en retour, je suis prêt à sécuriser exponentiellement moins d'argent. Donc, si je n'ai que $100 en jeu, il n'y a aucune raison pour laquelle je ne pourrais pas effectuer 10 millions de transactions sur ce canal. C'est très cohérent. Considérez les transactions que 8 milliards de personnes effectuent chaque jour sur notre planète. La valeur de la majorité d'entre elles est en fait inférieure à $1. En réalité, de nombreuses transactions s'exprimeraient en centimes, et les grandes transactions seraient de l'ordre de 10, 100 ou $1000. Si vous examiniez le flux de transactions sur le réseau Visa ou Mastercard, vous constateriez que la moyenne des transactions est d'environ $28, ou quelque chose comme ça. Or, il y a des milliards et des milliards de transactions. Donc vous n'avez pas vraiment besoin du niveau de sécurité associé au règlement final sur la chaîne principale Bitcoin, qui correspond au niveau de sécurité le plus élevé du monde. Ça, vous l'exigez pour déplacer $1 milliard. Ce que vous n'avez sans doute besoin de faire casser occasionnellement. Si je pouvais déplacer 7 porte-avions nucléaires par seconde n'importe où dans l'univers, et si je consacrais un tel pouvoir de téléportation à cet usage, je remporterais sans doute toutes les guerres que je voudrais mener. Donc Bitcoin est bon pour téléporter de grandes quantités de valeur, mais pour tout le travail de routine, il nous faut quelque chose de plus petit. Le truc logique à faire, c'est l'approche du réseau Lightning qui consiste à engager des liquidités dans le canal et faire peser les risques uniquement sur ce canal, pas sur l'intégralité de la blockchain. Toute la beauté de cette approche est que vous conservez vos clés. Vous assurez la garde autonome de vos fonds. C'est fascinant. À partir de cela, tout un univers peut être bâti sur Lightning. En principe, on pourrait remettre à 8 milliards d'individus un ou plusieurs portefeuilles Lightning. Intégrer Lightning dans PayPal, Square Cash, Apple Pay, Google Pay, Facebook et toutes les applications de messagerie et l'utiliser à grande échelle pour transférer de l'argent et pour tout type de transfert en fait. L'autre jour sur Lightning, j'ai envoyé 1000 Satoshi en 1 seconde pour un coût de 1 Satoshi. Lightning est donc évidemment une solution de deuxième couche. Et le principe de conception en est simple. Je crée un canal doté d'1 million de fois moins de Bitcoin que je déplace 1 million de fois plus rapidement. Et ça fonctionne bien. Alors oui, il existe d'autres approches, bien sûr. Mais le fait est que vous pouvez vous passer de la preuve de travail, car l'enjeu n'est plus du tout du même ordre. Vous créez un réseau à preuve d'enjeu que vous fondez sur un actif externe dont la valeur provient d'actifs extérieurs au système. Le capital énergétique, politique et technique afflue dans Bitcoin, et tout ce capital afflue dans le réseau Lightning pour le sécuriser. Une fois que tout cela est clair pour vous, vous réalisez qu'une solution composite à 2 couches est une bien meilleure idée qu'une solution fondée sur une couche haute performance. Parce qu'augmenter par 3, 10 ou 100 la vitesse sur la couche 1 ne vous permet pas d'être 1 million de fois plus rapide. Cela ne diffère guère de la façon dont les hommes résolvent leurs soucis du quotidien. Si vous avez $1 million à la banque et qu'un samedi vous sortez pour dépenser de l'argent vite fait, vous allez prendre $100 en 20 billets de $5 que vous mettez dans votre portefeuille, tout en sachant que vous ne pourrez perdre que $100. Le reste de l'argent reste verrouillé à la banque, il est protégé par 90 cm d'acier, il faut 48 heures pour y accéder et cela nécessite de nombreuses étapes d'authentification. A contrario, l'argent dans votre portefeuille est là, dans votre poche avant, accessible en 1 seconde à tout moment. De temps en temps, vous arrive d'égarer un billet de $5 quand vous êtes ivre, mais la vie continue.
Si quelqu'un vous disait d'emporter le $1 million avec vous en boîte de nuit tous les samedis soirs, vous penseriez sans doute que c'est une idée stupide. Si cette même personne vous déclarait « les portes du coffre-fort de la banque sont trop lourdes. On va devoir les réinventer pour les rendre 1000 fois plus légères afin que vous puissiez accéder aux $1 million plus rapidement quand vous sortez boire un coup le samedi soir avec des potes. » Là encore, vous estimeriez probablement qu'avoir à portée de main tout cet argent quand vous sortez boire un verre, ce n'est pas une si bonne idée. Ce même principe s'applique à la couche de base. Avoir autant de transactions sur la couche de base n'est peut-être pas une bonne idée car chaque pièce mobile est un risque supplémentaire. Vous avez là beaucoup trop de pièces mobiles, trop d'éléments en mouvement. Et ça, on veut l'éviter. La plateforme de deuxième couche repose sur cette idée. Je veux juste créer une réserve de liquidité, si vous voulez, d'une valeur bien moindre, avec moins de risques, que je peux déplacer beaucoup plus rapidement et pour laquelle je n'ai pas besoin du même degré de sécurité. Lightning n'est pas la seule plateforme de deuxième couche que vous pouvez concevoir. Un autre réseau crypto pourrait faire office de plateforme de deuxième couche. En théorie, vous pourriez créer un réseau à preuve d'enjeu adossé à Bitcoin, cela ne serait pas fondamentalement différent. Vous pouvez aussi créer un réseau crypto à preuve d'enjeu sur lequel vous déplacez du Bitcoin. Mais si c'est le jeton natif de ce réseau que vous utilisez pour déplacer du Bitcoin, alors votre Bitcoin n'est sécurisé qu'à hauteur de la valeur du jeton natif. Alors bien sûr, si ce token est créé ex nihilo, appelons-le yo-yo coin, ça pose problème. En fin de compte, la vraie question qui se pose avec les solutions de deuxième couche est que vous y déplacez une partie de la valeur et que vous faites confiance en sa capacité à garantir des performances ou des fonctionnalités supplémentaires. Vous pouvez le faire avec Lightning et donc logiquement, vous y engagez du Bitcoin pour réduire les risques de manque de liquidité sur les canaux. C'est une façon logique de procéder. Une alternative consiste à créer un système où, par exemple, si je suis une bourse et que j'y détiens du Bitcoin, je peux créer une API pour que l'échange soit programmable. Dans ce scénario, la bourse détient le Bitcoin et l'API vous permet d'accéder à cette liquidité rapidement. Mais cela introduit un risque différent, un risque de contrepartie lié à l'échange. Paxos ou NYDIG sont des plateformes plus conventionnelles sur lesquelles il est possible de construire des applications. NYDIG dispose d'une plateforme qui vous permet de connecter une carte de crédit au Bitcoin. Celle de Paxos s'intègre à PayPal pour ses applications. Donc pour accéder à ce type de plateforme, vous y branchez l'application mobile. Il y a un certain risque de contrepartie qui reste limité à la quantité de Bitcoin que vous gérez sur la plateforme. Vous pouvez prendre toutes sortes de mesures pour atténuer ce risque. Clairement, il existe un besoin pour de telles plateformes de deuxième couche. Et pas d'une seule et unique solution de deuxième couche. Lightning en est une option intéressante parce qu'elle est décentralisée. Mais à terme, il y aura de multiples plateformes de deuxième couche centralisées parce qu'elles seront régulées et devront répondre à des exigences de conformité réglementaire. Bien des acteurs, comme les compagnies de cartes de crédit, adopteront plutôt des plateformes de deuxième couche centralisées que décentralisées du fait des contraintes réglementaires à respecter. Robert. Il y a là quelque chose qui renvoie à un principe essentiel, un peu comme la preuve de travail, à ce compromis fondamental entre sécurité et liberté en général. Et donc dans le domaine monétaire, nous prétendons que le modèle de sécurité de Bitcoin réside dans sa décentralisation, mais cela s'accompagne de beaucoup de travail. Bitcoin gère peu de transactions par seconde. Ce qu'il est possible de faire, c'est abstraire ce Bitcoin vers une base de données plus centralisée, soit via un dépositaire, soit vers Lightning, en quelque sorte une force décentralisée qui centralise. Vous gagnez en fonctionnalité, mais vous renoncez à une partie de la minimisation de la confiance dont vous jouissiez sur la couche de base. Michael, disons que si vous vous concentrez sur la propriété et que ce que vous voulez, c'est de la propriété numérique, vous voulez un système optimisé pour durer et pour maintenir son intégrité sur le long terme. La performance, les fonctionnalités, la conformité, tout cela ne figure pas sur votre liste. Sur votre liste, il y a la durabilité, l'intégralité, l'immortalité. Très simple, non? Mais dès lors que vous vous éloignez de cet objectif de propriété pour vous tourner vers le domaine des applications, il faut optimiser le système, soit pour la fonctionnalité, pas de fonctionnalité, pas d'application, soit pour la performance. Si je ne peux pas régler mon café dans la seconde, il n'y a pas de paiement de café.
Ou alors vous devez optimiser le système pour vous mettre en conformité. Si ce que je veux réellement, c'est émettre une police d'assurance ou un titre financier ou un jeton à rendement et que c'est illégal de le faire dans un certain état, alors je dois me débrouiller pour me mettre en conformité. Comme avec les stablecoins, les échanges DeFi, les dérivés, la conformité apparaît avec tout ce qui ressemble à un titre financier. Et ce sont toutes des applications. Alors, y a-t-il un avenir pour de telles applications sur Bitcoin ? Ouais. Mais Bitcoin n'est pas l'application. L'application sera construite soit sur une plateforme de deuxième couche, soit directement en lien avec Bitcoin, sans plateforme intermédiaire. Je pourrais par exemple implémenter ma carte de crédit Bitcoin en utilisant la plateforme NYDIG, ou bien embaucher une armée de programmeurs et la construire de manière indépendante. Il y a cette petite bataille. Dois-je construire une application personnalisée ou utiliser le SDK, kit de développement logiciel, d'un autre ? Plateformes seront comme des systèmes d'exploitation avec un SDK. Cela peut ressembler à AWS, Amazon Web Services, qui mettent à disposition des services complets. Vous pourriez imaginer un AWS qui déploie tout un package, comme un nœud Lightning, me permettant de déployer mes nœuds Lightning et de les faire tourner. Je le ferai peut-être, ou peut-être pas. Lightning, c'est peut-être pas le meilleur exemple ici d'ailleurs, parce que les gens cherchent à y trouver quelque chose de totalement décentralisé. Un meilleur exemple serait un SDK permettant le déploiement rapide et facile d'une application mobile intégrant les transferts d'argent en Bitcoin et Lightning. Robert, il y a ce continuum où on trouve Lightning à une extrémité, cette solution de deuxième couche totalement décentralisée, des SDK au milieu peut-être, et puis de l'autre côté, une solution entièrement centralisée à la NYDIG, par exemple. C'est tout simplement le reflet de la polyvalence de Bitcoin, chose inatteignable avec l'or. Impossible de reproduire avec l'or une telle versatilité au niveau de la couche applicative. Michael, il y aura de la concurrence, une concurrence massive concernant les SDK et les kits d'outils de seconde couche, même sur Lightning. On a Lightning Labs qui développe un kit d'outils pour vous aider avec Lightning. C'est une forme de concurrence et c'est intéressant. Ça devient un peu trop théorique là à mon goût. Revenons-en aux applications elles-mêmes. Parlons donc des applications qui voient le jour sur Bitcoin. Ça me semble plus instructif parce que c'est là que ça se passe. Une fois que vous songez à toute la gamme d'applications, vous saisissez ce que vous pourriez intégrer à votre propre plateforme si votre objectif est de monter une entreprise pour héberger de telles applications. Alors parlons-en. L'application la plus évidente est celle où l'utilisateur individuel, détenteur de Bitcoin, le conserve simplement en stockage à froid pendant des périodes prolongées. Il peut s'agir d'une famille ou d'un individu. C'est un usage sur lequel on s'est déjà bien penché et que l'on a bien compris. Ce qui varie, c'est la modalité de conservation retenue. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Je voudrais commencer par évoquer l'obligation comme une des applications intéressantes du Bitcoin. Vous pouvez tout à fait créer un dérivé ou un titre financier à partir du Bitcoin et faire évoluer le réseau avec des obligations. Dans un tel scénario, si un gouvernement possède du Bitcoin, il en devient le client. Et si ce gouvernement achète du Bitcoin puis émet de la dette souveraine, cette dernière devient un dérivé du Bitcoin. Vous créez du crédit à partir de Bitcoin. Le Bitcoin est l'argent de base et la dette, le crédit ou l'obligation émise par le gouvernement devient l'argent de deuxième couche qui peut être adossé au Bitcoin à 100% ou en partie seulement. Une municipalité, une ville par exemple, peut acheter du Bitcoin et émettre des obligations municipales. Voilà une autre forme d'application du Bitcoin. Imaginez qu'une agence comme Fannie Mae, Freddie Mac ou une organisation internationale comme les Nations Unies ou une autre organisation du genre achètent du Bitcoin et émettent ensuite des obligations. Cela donne un nouvel exemple de dérivé. Lorsque des entreprises comme MicroStrategy achètent du Bitcoin et qu'elles émettent ensuite des obligations adossées au Bitcoin, elles créent un dérivé. Et vous pourriez même prendre du Bitcoin. Il y a environ 700 milliards de dollars de Bitcoin en circulation et émettre des obligations adossées à des actifs. Appelez ça des titres adossés au Bitcoin. Ils étaient autrefois appelés titres adossés à des hypothèques. Avec les titres adossés à des hypothèques, nous regroupions un ensemble d'actifs hétérogènes et les titrisions en une obligation. Imaginez maintenant que vous avez 21 millions de maisons identiques appelées Bitcoin et que vous décidiez de créer une obligation adossée à 11 ou 37 d'entre elles, une obligation adossée à des actifs. Toutes ces applications du Bitcoin sont possibles.
si ce ne sont pas des applications au sens informatique du terme, sont bien des applications financières du Bitcoin. Vous pouvez avoir des applications techniques du Bitcoin qui tournent sur des appareils mobiles, des apps mobiles, des applications web et des applications financières liées au Bitcoin. Et bien souvent, lorsque les gens songent au passage à l'échelle, ils n'envisagent que les applications techniques sans vraiment prêter attention aux applications financières. Passons à la prochaine couche ou au prochain type d'application. Songeons au paiement mobile. Une application mobile permettant de faire des paiements peut se brancher à Bitcoin comme Square et PayPal l'ont fait. Que permet l'application ? Peut-être qu'elle vous permet d'acheter du Bitcoin, d'en vendre, d'envoyer du Bitcoin via le réseau Lightning comme le portefeuille Moon. C'est une application. Mais elle peut tout aussi bien vous permettre d'envoyer du Bitcoin via son propre réseau propriétaire, comme les cash tags de Square. Transférer du Bitcoin entre un cash tag et un autre instantanément et gratuitement. Vous pourriez transférer du Bitcoin entre deux applications mobiles quelconques au sein du réseau en utilisant l'identifiant du réseau. Ce faisant, le fournisseur d'applications détiendrait sans doute une partie du Bitcoin qu'il déplacerait, devenant une banque fractionnaire de Bitcoin. Bitcoin devient alors la banque centrale du cyberespace. Et notre ami Ross Stevens en parlerait sans doute comme de la banque décentralisée du cyberespace. Toutes ces autres applications mobiles ou sites web deviennent des banques fractionnaires connectées à la banque centrale du cyberespace. Elles détiennent une certaine quantité de Bitcoin. Le domaine des paiements mobiles est particulièrement prometteur car toutes ces applications mobiles ne sont qu'à un pas de devenir des banques mobiles. Il n'y a aucune raison pour que Facebook, Apple, Google et autres n'empruntent pas cette voie. C'était juste une question de temps avant qu'ils ne vous laissent envoyer des photos, puis des vidéos, les emojis ensuite. Puis ils ont décidé que vous pourriez envoyer des fichiers audio. Et donc d'une certaine manière, vous pourriez considérer Bitcoin comme un type de fichier supplémentaire. Robert, ouais, juste un autre type de média. Michael, cette évolution est inévitable. Vous commencez par les paiements mobiles, et dès lors que vous songez à déplacer de l'argent et à tous les services que les consommateurs désirent, vous mettez un pied dans la banque de détail. Les applications de banque de détail sont essentiellement des comptes d'épargne et des lignes de crédit basées sur le Bitcoin pour les consommateurs. Il y a des milliards de personnes qui veulent probablement un portefeuille avec un actif dedans, Bitcoin. Puis ils désirent pouvoir emprunter dessus. Vous voulez pouvoir puiser dans une ligne de crédit à un taux d'intérêt donné. Donc je transporte 10 000 $ en Bitcoin, j'emprunte 1 000 $, je paye 4% d'intérêt. Maintenant, j'ai retiré la ligne de crédit dans la devise fiat locale, euro, dollar, yen, je paye l'intérêt quel qu'il soit et je dépense l'argent. C'est assez populaire. Les cartes de crédit sont très populaires, non ? Combien de cartes de crédit existent-ils dans le monde ? Je parle là de cartes de crédit adossées à de la détention de Bitcoin par opposition aux lignes de crédit sans garantie. L'inverse est également vrai. Peut-être que les consommateurs veulent des comptes d'épargne qui génèrent un rendement. J'ai du Bitcoin, soit je le hodl, je le conserve, soit je le place sur un compte qui me génère un rendement, soit je le mets en garantie pour un crédit. Cela fonctionne-t-il de la même manière partout dans le monde ? Non, pas vraiment. Vous trouverez différents régulateurs dans chaque juridiction. Chaque État vous indiquera s'il vous faut une licence de transfert d'argent, une licence bancaire, ou si vous devez enregistrer un titre financier pour offrir des rendements, des prêts ou transférer de l'argent. C'est un monde plein de nuances. C'est d'ailleurs sans doute l'une des raisons pour lesquelles El Salvador a donné cours légal au Bitcoin, de façon à pouvoir le déplacer aisément dans des applications mobiles. Partout où le gouvernement s'est effondré, et donc en l'absence de régulateurs, la solution sera sans doute un wallet mobile Lightning. Partout où la gouvernance est faible ou défaillante, ça ne posera pas de problème. Mais à mesure que la gouvernance se renforce, des questions relatives à la conformité des applications bancaires de détail verront le jour. Cela diffère littéralement d'un État à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une juridiction à l'autre, et cela évolue beaucoup en ce moment. Voilà l'une des raisons pour lesquelles les applications centralisées, CeFi, pourraient en fait surpasser la finance décentralisée, DeFi. Parce que si le message de la DeFi c'est « Oh bon Dieu que c'est coûteux de se farcir tout ce processus de vérification KYC », ce qui est tout à fait vrai, il faut aussi noter que c'est aussi totalement illégal de s'y soustraire. Donc la vraie question, en fin de compte, sera « Pouvez-vous le faire ?
Combien de validations devez-vous effectuer pour le faire? Et dans quelle mesure voulez-vous vous mettre en conformité? Voilà pour cet ultime échange entre Robert et Michael. Dans ce dernier entretien, Saylor envisage l'évolution de Bitcoin et le développement de capacités et fonctionnalités nouvelles à partir de couches applicatives superposées sur la fondation de granit sûr, intègre, inamovible qu'il représente. Pour commencer, je vais m'éviter de paraphraser Michael sur ce sujet tout de même assez technique pour moi. Plutôt que d'échafauder une analyse prospective maladroite sur les formes et fonctions probables de toutes les applications à venir, sachant qu'il faut prendre en compte toutes les évolutions récentes dans le secteur depuis cette conversation de 2021, je vais t'indiquer une bonne adresse. Si tu veux creuser davantage le sujet, je te recommande vivement de suivre le travail d'Eli Sader, un bitcoiner français avec lequel j'ai la chance de produire le contenu éducatif vidéo de la playlist Bitcoin for Business. Sa société Network Effect valorise la riche expérience qu'il a acquise en accompagnant les entreprises tant sur le plan stratégique qu'opérationnel dans le déploiement de solutions réseau innovantes. Eli est à ma connaissance l'une des rares personnes en France capables de mener des analyses prospectives éclairées sur le devenir des couches applicatives de Bitcoin à court, moyen et long terme. Voilà, donc si l'économie haute fréquence, comme il l'appelle, est un sujet qui t'intéresse, consulte donc les quelques liens que je laisse parmi les notes de l'épisode. Ce qui me frappe en ce moment, c'est le foisonnement de talents dans notre écosystème. Ils sont peut-être un peu moins visibles dans la francophonie qu'aux États-Unis, mais ils sont bien présents et ne cessent de se révéler, notamment à l'occasion d'événements comme le Beyondly. Ces conférences, le BEF en Bretagne, le Beyondly alpin, et sans doute bientôt un équivalent chez les ch'tis, nous donnent l'occasion de rencontrer ces nouveaux visages et découvrir des projets en germe. Cela devient difficile de contenir son optimisme. Tiens, notamment à Annecy, on vient juste de me confirmer le développement d'une nouvelle initiative de plaidoyer 100% Bitcoin, à l'image du Bitcoin Policy Institute. Tu vois, un genre de think tank qui ferait bouger les lignes en France. L'avance des Américains est colossale en matière de pénétration de Bitcoin dans la sphère politique. C'est ce que Jean-Charles Galli, spécialiste en relations internationales, nous a démontré à Annecy. Il n'y a pas de raison fondamentale pour qu'on reste à la traîne. Et si l'on échange désormais de façon constructive sur Bitcoin au Bundestag, alors oui, on dispose d'une sacrée marge de progression en France. Ce type d'initiative de plaidoyer et de lobbying devrait potentialiser toute l'expertise de nos talentueux intellectuels bitcoiners français. Uber bullish. Il faut se rendre dans ce type d'événement pour réaliser à quel point la communauté des bitcoiners grandit et mûrit dans et autour de l'Hexagone. Elle regorge de talent, elle s'organise, se professionnalise, renforce sa capacité à accompagner la découverte de Bitcoin par une population qui en a chaque jour un peu plus besoin. Revenons-en à l'épisode et à la fin de cette saga, la série Saylor, qui nous a transmis tant de clés de compréhension pour reconnaître la singularité, l'importance et le succès inévitable de Bitcoin. C'est par un hommage appuyé à Saylor que je souhaite clore cette longue séquence du podcast. Alors tu l'auras bien compris, les talents de pédagogue de cet homme m'ont totalement conquis. La qualité, l'intensité, la continuité de son effort d'éducation sur Bitcoin en direction de multiples audiences sont tout simplement incroyables. Le prisme scientifique et historique des changements de paradigme qu'il emploie donne un caractère holistique à son approche et permet au plus grand nombre de prendre le recul nécessaire pour apprécier la dimension civilisationnelle de Bitcoin. Saylor est cohérent, crédible, flash in the game, ça, ouais, on peut le dire. Chapeau, monsieur Saylor, chapeau pour l'audace, quelle audace, merci. 1000 fois merci pour la transmission des savoirs, pour avoir porté l'étendard Bitcoin dans cette inévitable phase d'institutionnalisation en portant haut les valeurs des bitcoiners maximalistes. De tels profils, prenant de tels risques et s'impliquant à ce niveau dans un travail d'éducation sont tout simplement rarissimes. L'homme n'est pas sans défaut, bien sûr, personne ne prétend le contraire. À plusieurs reprises dans ce podcast, nous avons d'ailleurs examiné des points sur lesquels la vision de Saylor semble diverger de celle de certains maximalistes.
Tout dernièrement encore, nous discutions d'écarts malencontreux dans sa communication sur le sujet de la détention en propre du Bitcoin. Quant à la stratégie de Saylor sur MicroStrategy, elle m'échappe largement. Je suis une bille en ingénierie financière, mais je crois comprendre que l'écart entre sa valorisation et l'appréciation du cours du Bitcoin et l'évolution d'un tel écart pose question. Je note des opinions contraires de la part d'observateurs avisés, que ce soit en France ou ailleurs, et je vais donc suivre avec intérêt et tâcher de m'éduquer un minimum sur le sujet. Tu vois, tout l'objet de ce podcast est de nous exposer à différentes perspectives, différentes grilles d'analyse de Bitcoin. Aucun des auteurs dont j'ai lu et commenté les travaux géniaux ne devrait être élevé pour autant sur un piédestal. Tous sont susceptibles de faire un faux pas et chuter, s'emballer, succomber à la vanité, faire de mauvais choix plus ou moins consciemment. On se doit de rester vigilant, lucide, prudent. On se doit, pour grandir, d'être prêt à accueillir et embrasser le meilleur de chacun tout en restant conscient de notre faillibilité à tous. Enfin, pour conclure, voici un petit extrait d'un passage de Saylor sur le podcast The Wolf of Wall Street, animé par Scott Melker. Cela date de début 2021 et ça me touche. Voilà ce que je veux retenir de Saylor. Il me semble tout à fait sincère dans cet extrait et les années qui suivent attestent de la qualité de son engagement. Après, oui, c'est vrai, restons vigilants. On va terminer là-dessus, donc je te dis ciao, je te souhaite une excellente soirée, une bonne journée. Voici l'extrait en question. Je dis à quelqu'un sur un podcast précédent, vous savez, quand la guerre éclate, chacun doit choisir son camp. Et j'ai songé avec qui je voulais être aligné. J'ai regardé le monde, j'ai pensé aux bitcoiners, aux maximalistes, aux économistes autrichiens. J'ai songé aux libertariens, aux amoureux de la liberté et à ceux qui cherchent la vérité. Et à ceux qui sont optimistes pour l'avenir de l'humanité, et aux entrepreneurs, et à tous ceux qui se battent pour créer quelque chose de magnifique sur cette terre, qui offre la perspective d'une souveraineté individuelle, de la valeur sur le long terme. J'ai pensé que celles-ci étaient les bonnes personnes. Je me sentais pas bien à l'idée de ne rien faire. Je ne peux pas réparer tous les problèmes, je le sais bien, il faut choisir ses batailles. Il y a eu plein de trucs assez problématiques qui se sont produits cette année. Beaucoup de choses tragiques sont survenues. Ça, c'est quelque chose que je pouvais faire. Donc j'ai décidé que j'allais le faire. C'était la bonne chose à faire. Je suis arrivé à un point dans ma vie où j'ai pas vraiment besoin de quoi que ce soit. Je possède beaucoup de choses. J'ai 7 yachts, 6 maisons, 5 jets. Tu vois, je possède plein de trucs. J'ai besoin de rien d'autre. Mais il y a quelque chose dont chacun de nous a besoin. Chacun de nous a besoin d'une raison de vivre. Et j'ai comme l'impression de manquer de cette chose à un moment donné. Je peux pas me sentir fier. Je ne me sens pas fier de gagner si je gagne de la mauvaise façon.